La vie est trop courte, commençons par le dessert. Si pour vous la pâtisserie est un mystère, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'envers du dessert. Je suis Clémence Méran-Freinet, globe-trotteuse gourmande qui a fait des études littéraires, puis un CAP pâtisserie à Ferrandi en 2017. Et c'est là que j'ai rencontré Vincent. Et donc moi, c'est Vincent Paulès. Je suis un grand curieux passionné de pâtisserie qui suis passé de la gestion d'entreprise au CAP à Ferrandi avec Clémence. Je suis aussi très bavard, mais ça tombe bien, on est justement là pour discuter. On a tous des adresses comme ça. Des adresses doudou où on va se réfugier quand on ne veut pas être déçu. Pour certains, ce sera le café d'en bas de chez eux. Bon, pas forcément le meilleur de la ville, mais celui où quand ils arrivent pour boire leur allongée, ils se sentent comme chez eux. Pour d'autres encore, ce sera la pizzeria dans laquelle la pâte est toujours si croustillante, comme ils aiment. Il y a bien sûr plein d'autres pizzerias à Paris, mais celle-ci a ce je ne sais quoi, cette ambiance. Pour Vincent et moi, le brunch, c'est chez Kolarova que ça se fait. On en a testé plein d'autres, mais on en revient toujours à celui-ci. Et pour autant, nous ne connaissions pas le pâtissier, cuisinier et entrepreneur qui se cachait derrière ce super granola et ce pain perdu brioché si reconnaissable. Et nous avons voulu rencontrer Guillaume Gilles, notamment car nous savions qu'il avait une formation de pâtissier uniquement, et que pourtant, les plats qu'on pouvait déguster chez Kolarova n'avaient rien à envier à un cuisinier de formation. On s'est alors dit que ce serait intéressant d'avoir la vision d'un pâtissier en cuisine, et notamment d'aborder le sujet de qu'est-ce que la pâtisserie peut apporter à la cuisine, et inversement, qu'est-ce que la cuisine a peut-être pu apporter à la pâtisserie. Nous savions également qu'il était en transition pour essayer de travailler avec des matières plus écologiques, comme sa carte changeant très régulièrement le laisser présager. Et finalement, on a abordé ces sujets parmi tant d'autres, business, car Guillaume est un grand passionné d'entrepreneuriat, la différence entre la pâtisserie boutique et le dessert à l'assiette, ou encore les tendances en pâtisserie. On espère que vous aussi, vous laisserez porter au fil de la conversation avec autant d'intérêt que nous. Donc aujourd'hui, là, on est dans une boutique qui nous est assez familière avec Clémence, vu qu'on était formé à 50 mètres. On est chez Kolarova et on est aujourd'hui avec du coup le chef et propriétaire de la boutique, Guillaume Gilles. Je vais te laisser te présenter. Donc bonjour, moi c'est donc Guillaume Gilles, donc propriétaire du salon de thé Kolarova qui existe depuis maintenant 8 ans et qui s'apprête à réaliser un podcast avec Clémence et Vincent. Et quel a été ton parcours ? Alors, le parcours. J'ai pas fait beaucoup d'entreprises. J'ai fait 1 an en formation dans une petite boulangerie du 15e, qui était une petite boutique d'artisans auquel j'ai passé mon CAP BEP en connexe à l'école Le BP à Bercy. Ensuite, j'ai passé mon bac à Ferrandi, auquel j'ai été apprenti au Plaza Athénée pendant 2 ans, auquel j'ai connu Christophe Michalak et Claire Damon. Et Jérôme Quenel aussi, qui est un mec super que je fréquente encore aujourd'hui, qui vit au Japon. Et après ça, qu'est-ce que j'ai fait déjà ? J'ai travaillé 2 ans à la Maison Blanche. La Maison Blanche, restaurant au-dessus du théâtre des Champs-Élysées, où c'était les frères Pourcel à l'époque qui exerçaient. J'ai travaillé 2 ans, je suis parti chef de partie. Ensuite, je suis parti rejoindre Jonathan Blow au Terrace Hotel, auquel je l'ai secondé pendant 1 an. Et après ça, lui, il est parti, il est allé travailler, je crois à l'époque c'était Antoine Héra. Il était parti prendre un poste de chef et du coup, c'est moi qui ai succédé à sa place. Et j'y suis resté, je crois, 3 ans quand même. Ouais, 3 ans. Et après, du coup, je me suis mis en licenciement, À l'amiable ? à l'amiable pour monter ma boîte. Ok. Donc, qui a mis à peu près 1 an et demi, 2 ans, à peu près le temps de chercher, trouver, de monter le projet. Et donc là, Kolarova est né. Exactement. Il a mis du temps, mais il a fini par sortir, quoi. Est-ce que tu veux nous raconter l'histoire de l'endroit et surtout du nom ? Je trouvais que c'était une jolie histoire. Alors, le nom a été très compliqué, bizarrement. Tu te dis que c'est beau trouver un nom. Comme tu vois, on parlait de Claire tout à l'heure, la Claire Damon. Moi, elle m'avait raconté comment elle avait trouvé le nom. En fait, c'était très con. Elle a fait appel à une boîte qui te suggère, en fait, te fait des propositions de nom. Je me dis, des gâteaux et du pain, t'aurais pu le trouver toute seule quand même. La simplicité, parfois. Et et en fait, c'est ça, quoi. Tu te dis, ouais, non, mais c'est très simple. Mais non, en fait, trouver le mot juste ou le bon truc, c'est pas si facile, en fait. Et que ce soit un peu accrocheur. Ouais, voilà. Et bon, après, moi, j'ai mon père qui s'est foutu souvent de ma gueule quand même, qui m'a dit que ça ressemblait à un magasin de peinture, Kolarova. Mais pour en revenir au nom, les parents de Charlotte, ils ont tenu un hôtel à Beaune, en Bourgogne. Donc Charlotte, c'est ta femme. Voilà, ouais. Qui est aussi mon associé. Et la thématique, en fait, de l'hôtel, c'est qu'ils avaient 6 suites, 6 grandes suites, et qui avaient toutes des noms de couleurs avec des langues différentes. Il y avait une chambre, donc, qui s'appelait Kolarova, qui veut dire multicolore en polonais, parce que la maman de Charlotte est polonaise.
Et puis à chaque fois qu'on allait là-bas, nous on dormait dans cette chambre-là. Et en fait, on s'est dit pourquoi pas prendre ce nom. Puisqu'on avait déjà dans l'idée de faire quelque chose de très coloré. On a travaillé avec Rock de Casbah sur les fauteuils et tout, les kilim qui sont très colorés. La pâtisserie qu'on fait, la cuisine que l'on fait, voilà, c'est un peu l'idée du truc, quoi. Donc on est resté sur ce nom-là et on nous a jamais fait de mauvais commentaires en tout cas, donc, à part mon père. Nous, c'est une des choses qu'on adore ici et qui nous a toujours marqué, c'est justement l'endroit qui est très chaleureux et décoré de manière très personnelle. Il y a des peintures au mur, aucune des chaises n'est pareille, les tables sont également toutes différentes, c'est assez bariolé. Et justement, comme tu disais, les pâtisseries sont de toutes les couleurs. Et en parlant de pâtisserie, c'est aussi un peu la spécificité de cet endroit, c'est ça ? Alors en fait, quand on a monté le business plan au tout début, on voulait monter qu'une pâtisserie en fait, faire que du takeaway. Parce que t'as pas de formation en cuisine. Ah non, du tout. Alors après, moi, je suis quelqu'un de très passionné. J'ai toujours fait de la cuisine. Après, professionnellement, jamais. Mais en tout cas, voilà, j'ai toujours été dans les cuisines où je travaillais. C'est des choses qui m'intéressent et qui me plaisent. Donc après, non, oui, j'ai pas de formation, mais c'est quelque chose que j'ai toujours pratiqué depuis très très jeune, quoi. Ouais. Et du coup, vous vouliez ouvrir une pâtisserie, mais le lieu... Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a cherché, ça a été très long, hein, c'était très très laborieux. Moi, j'ai dû visiter une 50aine de locaux. Au départ, en fait, on visitait pas du tout ce quartier. Et en fait, à côté de ça, moi, je regardais sur Internet le soir, je pouvais regarder sur les particuliers à particuliers, ce genre de choses. Et je suis tombé sur cette annonce-là. Donc où j'ai traité directement avec le gérant en fait. Donc je l'ai contacté, il n'y avait pas l'adresse en fait où il m'a envoyé l'adresse, et quand il m'a envoyé l'adresse, je me suis dit 47 rue de la Baie-Grégoire, je la connais cette rue. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, ouais. Et du coup, ouais, voilà, je suis arrivé là et je dis ah ouais, Mazette quoi. Et du coup j'ai visité, et alors ce qui est assez hallucinant, c'est qu'ici quand même c'est un salon de massage auquel tout était cloisonné. C'est-à-dire qu'on ne voyait rien. Il y avait une petite salle d'accueil. Et dès qu'on commençait à rentrer, tout était noir en fait. Donc il fallait vraiment se projeter, tu vois. Et du coup, moi je me rappelle que j'étais monté sur les étages parce qu'il m'avait dit qu'il y avait une verrière, et du coup j'ai regardé et tout, et je me suis dit, ah ouais, il y a un vrai potentiel. Je voyais la baie vitrée qu'il y avait là-bas, qui était de l'extérieur, mais qui était bouchée ici. Je me suis dit, mais en fait, c'est un endroit qui est somptueux, quoi. Et juste, tu disais que tu connaissais le nom de la rue, en fait, donc on l'a déjà dit, c'est dans la rue de Ferrandi. Et pour vous donner une idée de la proximité, nous, quand on était à l'école, quand on voyait sur Instagram le flan sort du four, sur notre pause entre deux cours ou entre deux TP, on venait acheter notre part de flan. Ouais, on est vraiment à côté. Ouais, on traverse la rue. Et en fait, surtout, l'intérêt et ce qui fait le charme de l'endroit, c'est que de dehors de la rue, on a vue sur le laboratoire. Ouais. Alors ça, c'est un pari. Alors, moi, j'ai été très bien formé, en l'occurrence par Michalak au Plaza, auquel l'hygiène, la propreté au travail, c'est quelque chose qui est vraiment rigoureux, très 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 rigoureux. Donc moi après dans le travail au quotidien, j'ai toujours fait très attention, et c'est quelque chose auquel moi aussi je suis très attaché. Et donc je voulais aucunement travailler en sous-sol. J'ai eu des expériences où quand t'es en hiver et que tu rentres le matin il fait nuit et que tu sors il fait nuit, t'as pas vu quasiment, t'as limite pas vu la lumière du jour. C'est un peu compliqué quoi. Donc moi je voulais absolument être de plein pied et si possible avoir la lumière du jour. Et après, la baie vitrée, alors ça, c'est une inspiration que je citais tout à l'heure, Jérôme Quenel. J'ai été le voir, moi, au Japon, et voilà, il avait créé un système avec une baie vitrée. Et je trouvais ça déjà très original, et je me suis dit, on va faire encore mieux que ça, on va carrément coller la vitrine au truc, et c'est carrément nous qui mettrons les gâteaux, voilà. Donc c'est pour ça. Et alors après, nous, on est visu de l'extérieur, on est visu de la salle de devant, on est visu derrière. Donc ouais, clairement, on n'a pas droit à l'erreur, quoi. Si on travaille salement ou qu'on fait des bêtises, un truc très bête, mais mettre les doigts à la bouche, goûter, voilà. Vous n'avez pas le droit à l'erreur, mais au final, c'est aussi quelque chose qui fait vraiment le charme de cette boutique. C'est que, en effet, de l'extérieur, on voit aussi, mais donc de l'intérieur, il y a vraiment une baie vitrée. Du coup, quand on est en salle, on voit l'équipe qui travaille. Après, justement, pour avoir lu beaucoup de commentaires sur Internet sur notre boîte, parce qu'on a eu bien évidemment, heureusement, on a eu quand même à 90% plus souvent des avis positifs. Mais on a quand même eu beaucoup d'avis négatifs, hein, sur Internet, malheureusement, on ne peut pas y échapper. Et on a eu énormément et très souvent des retours très négatifs du fait que ce soit ouvert, du fait qu'on n'aime pas voir les cuisiniers travailler, ils travaillent salement. Moi, une fois, je peux même vous rappeler d'un truc qu'on m'avait écrit, on m'a dit, ouais, on voit le chef qui sue comme un petit porc et... Donc ouais, non mais après... Oh la violence. Ouais, sur Internet, faut être... Moi, très honnêtement, on va dire que la première année, j'étais très très affecté par les critiques. Parce que honnêtement, quand on est chef, qu'on travaille dans des entreprises, on n'est jamais vraiment jugé...
Enfin voilà, on n'est jamais vraiment... la critique est jamais directe en fait. Mm. Et là, les critiques, vous les avez directes parce que vous êtes patron, donc ça concerne votre travail, ça concerne tout votre travail, pas uniquement ce que vous faites au quotidien, c'est-à-dire voilà, le travail manuel, voilà, ça concerne tout un tas de choses, quoi. Et être critiqué comme ça, je vais pas en raconter parce que il y en a eu quelques-unes au départ qui étaient vraiment très mesquines. Et ça, au début, j'étais très, 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 très affecté. D'ailleurs, c'est aussi une des particularités des métiers de la restauration, c'est qu'en fait, les critiques sur Internet, c'est un retour direct. On se fie pas sur le retour client, le SAV ou bien la consommation, c'est-à-dire que les gens parlent du travail sans filtre et des personnes directement. Et ça, c'est quand même assez spécifique, faut être préparé, quoi. Justement, avec Claire, je sais qu'on avait déjà échangé sur ce sujet-là. Je pense qu'on est un des rares métiers au monde à être jugé directement, où on est surtout les plus critiqués. C'est-à-dire qu'on critique bien évidemment, bon voilà, c'est comme on dit toujours, il y a 60 millions de sélectionneurs en équipe de France. Donc voilà, les sportifs, bien évidemment que ça a toujours été des gens, le cinéma et compagnie. Mais dans les métiers, on va dire, les métiers au quotidien, voilà, des gens, on va dire, lambda entre guillemets, c'est un des métiers quand même, la restauration, tout ça, on est jugé très très rapidement et... Voilà, et honnêtement, après un an, je crois que les avis sur TripAdvisor, j'ai pas dû les regarder depuis 3-4 ans, honnêtement. Et je les regarde plus, en fait. Et c'est fini. En fait, aujourd'hui, j'en ai plus rien à taper, honnêtement, voilà, pour parler très crûment. Moi, je fais mon travail au quotidien, je fais confiance aux équipes que j'ai, et puis voilà, moi, je pense que si on est encore là après 8 ans et qu'on a autant de succès, c'est que on doit pas si mal travailler quand même. Oui, et puis l'avantage aussi du laboratoire ouvert sur la salle, c'est que tu vois directement les gens contents. Ouais, tu le vois sur leur visage. Non, mais ça, c'est aussi, voilà, après moi, bien évidemment, dans le quartier on a beaucoup de clients, on connaît beaucoup aujourd'hui de gens, que moi j'ai vu des enfants grandir, ça c'est des trucs super, quoi. Il y a des gens avec qui aujourd'hui on s'entend très très bien, des parents qui ont des enfants avec notre fils qui sont à la crèche ensemble, tout ça. Donc nous on a réussi à tisser des très bons liens avec les clients du quartier, certains clients du quartier, tout ça. Et puis ce qui est plus représentatif au final de la satisfaction des gens, c'est que quand les gens reviennent, c'est que ça leur a plu, quoi. Ouais. Parce qu'au final, sur Internet, c'est plutôt les gens insatisfaits qui ont tendance à se prononcer, mais les gens satisfaits, c'est les gens qui viennent, quoi. C'est ça, ouais, c'est exactement ça en fait. C'est comme ça, et puis ça, je pense que ça durera tout le temps. Vous avez une carte ici à Colorova qui évolue et qui change énormément. Est-ce que c'est une volonté pour suivre les saisons ou est-ce que c'est que tu as constamment besoin d'inventer, de tester de nouvelles choses ? Alors, le premier constat, bien évidemment que nous on fait très attention, on a été labellisé écotable il n'y a pas très longtemps. Donc ça c'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. Nous on a été sensibilisés depuis pas mal de temps maintenant avec ma femme, déjà dans notre vie personnelle, dû à des voyages et tout ça. Et en fait on s'est dit qu'il fallait essayer absolument de l'amener au restaurant. C'est très compliqué, hein. Très honnêtement, au quotidien, c'est très compliqué. C'est-à-dire, moi, je dois avoir 350 produits dans mes cadenciers. Je veux dire, tout mettre en bio ou dans des agricultures raisonnées ou des produits comme, trucs très bêtes, mais des poches ou les films alimentaires. C'est très difficile de s'en détacher quand on est habitué à travailler avec ça depuis 15-20 ans. Donc voilà, ça, c'est des choses très complexes. Est-ce que tu veux expliquer ce qu'est le label écotable ? Bien sûr, Fanny, des gens qu'on apprécie énormément. Donc en fait, c'est des gens qui accompagnent en fait les restaurateurs, pas que les restaurateurs, hein, ça peut être, ça concerne les métiers de bouche en général. Et c'est des gens en fait qui t'accompagnent à essayer d'être plus sain dans les produits que tu achètes, qui t'accompagnent à essayer de trouver des fournisseurs aussi pour un exemple très simple, mais des produits d'hygiène par exemple. Nous maintenant on a que des écolabs, on a que des produits éco-responsables et bon, pas tout à 100%, j'avoue, mais voilà. Donc, c'est des gens qui t'accompagnent énormément dans ce cheminement-là. Et bon, on n'a que la première étoile. Hein. Ça va jusqu'à 3, on n'est qu'à la première, donc on va pas... C'est quelque chose qui se fait petit à petit. Ouais. Mais en fait, même Fanny, elle nous a dit, honnêtement, bravo à vous, parce que c'est plus facile quand tu ouvres ton business et de commencer directement que de tout reprendre après des années d'activité. Et donc après, après, nous, on était amenés à acheter le local d'à côté. Donc on avait aussi cet espoir-là de bien redynamiser la cuisine et l'espace de travail pour tout le monde, quoi. Et du coup, tu dis que ça se fera pas cette année parce que cette année, il y a quand même eu quelque chose qui a un peu plombé l'année de beaucoup d'entreprises. Pas que l'année, je pense, les années à venir. Les années à venir. Et du coup, est-ce que peut y avoir une évolution suite à ça, d'après toi ?
Bon, alors ce que je sais et ce qui est certain, c'est qu'il va falloir s'adapter à probablement une nouvelle façon de travailler. Je pense que les restaurateurs vont devoir essayer de travailler justement sur le travail en ligne, sur l'internet, sur de la vente emportée, tout ça. Le premier problème en fait, c'est qu'on ne sait pas combien de temps l'espace de travail qu'ils nous demandent en fait à genre espacer pour respecter la distanciation en fait des clients auxquels il faut une table sur deux, tout ça. Il n'y a aucun restaurant qui pourrait être rentable à moyen terme, même à court terme. Donc tant qu'on ne sait pas vraiment combien de temps cela va durer, honnêtement, on va peut-être tous se mettre à faire du takeaway, peut-être même les étoilés. Alors moi, ceux pour qui j'ai le plus peur, honnêtement, c'est les gastros, les étoilés Michelin. Parce que c'est une cuisine qui est quasiment irreproductible. Je veux dire, un mec qui a 2 Mac ou 3 Mac, il va pas se mettre à faire des burgers ou des pizzas ou même un sandwich de qualité. C'est de la cuisine très instantanée. Hein. Ouais, très instantané. Et puis bon, je veux dire, tout est adapté à ça, donc c'est très compliqué de changer, quoi. Et d'autant plus que d'ailleurs, quand on va dans un restaurant gastro 2 ou 3 étoiles, le service compte également pour beaucoup. Ouais. Et donc, imaginez le service avec toutes les précautions sanitaires, ça semble C'est impossible. un cauchemar. Un joli jeté d'assiette d'1 mètre. Pas évident. Non, mais c'est ça. Et puis, alors bon, déjà, eux, les gastros, ils avaient des tables qui étaient quand même plutôt espacées. Donc bon, allez, ça va peut-être. Ils auront peut-être pas trop enlevé de table. Mais ouais, enfin, nous-mêmes, là, on a eu des réunions avec le staff. Enfin, on se posait des questions à savoir. Alors, qu'est-ce qui est préférable, par exemple? Est-ce qu'on met un casque? Vous savez, les casques avec visière en plastique? Parce que je trouve que quand même voir le visage des gens, c'est quand même quelque chose dans un restaurant qui est quand même... Enfin, nous, le maître mot chez nous, c'est la convivialité, d'accueillir les gens et de passer un bon moment. Donc, je veux dire, si on se retrouve tous avec des masques, enfin, ça va être... Enfin, honnêtement, j'ai du mal à... Même moi, j'ai du mal à... C'est encore trop frais, on n'a pas encore réouvert les business, donc on ne sait pas vraiment et on n'a pas envie de se projeter. Enfin, voilà, bon, bref, c'est compliqué. Mais à propos d'évolution, ce qui peut être intéressant dans ton cas, c'est que tu m'expliquais l'autre jour au téléphone que vous vouliez, initialement, quand vous avez ouvert Colorova, vous vouliez axer sur l'offre takeaway, notamment pour le déjeuner, et que finalement, vous avez été rattrapé par votre succès de brunch. Ouais, exactement en fait. Alors pour tout dire, en fait, quand on a monté le business plan, on n'avait pas du tout inclus les brunchs, ce qui est quand même assez fou quand on y pense aujourd'hui. Et on avait vachement axé notre business plan. Alors c'était beaucoup via les écoles parce qu'il y a Ferrandi, mais il y a une école d'archi ou de graphiste rue du Cherche-Midi qui est à 300 mètres. Il y a une fac américaine. Il y a 2 écoles, il y a 2 lycées ici. Enfin, je veux dire, ici il y a quand même un potentiel client et jeune, tout ça assez énorme. Donc on s'était projeté sur une offre en takeaway où on proposait 2-3 salades et 2-3 sandwichs. Voilà, frais du matin, tout ça. Et ça n'a jamais vraiment marché. Ça n'a jamais vraiment décollé, donc on s'y est pas, on va dire que voilà, on n'a pas forcé longtemps. Ouais. Et le brunch est arrivé très vite, en fait, on l'a proposé après un mois, et on a eu on a eu l'énorme surprise Julie Gerbet qui était venue manger et qui nous avait écrit un super article sur le brunch. Et de ce jour-là, ben honnêtement, ça a jamais désempli. Le fooding nous a apporté un énorme coup de pouce. Même plus qu'un coup de pouce. Et ouais, nous on vous le recommande chaudement. Oui, pour l'avoir expérimenté. C'est gentil. Donc on ne sait pas encore quelle forme il aura, si ce sera une box à emporter ou si vous pourrez le déguster sur place. Là j'y travaille très... là j'ai passé ma journée au labo, là. On est en train de réfléchir à faire une box de départ. Donc voilà, dans les jours qui viennent, ça va arriver et il me tarde quand même que ça se fasse, quoi. Donc malgré tout, le brunch il restera personnalisable quand même. Ouais. Okay. Alors, enfin, là au départ, bien évidemment, on ne sait pas quand est-ce qu'on va réouvrir. Donc tout ce que nous on va proposer au départ, ça va être des genres de box, tout ça. Une fois qu'on aura monté l'e-shop et tout ça, il va falloir y passer, hein, mais tout ce qui est Deliveroo, Uber Eats et compagnie. Mais voilà, donc là on est en plein dedans. On est vraiment, mais on a les 2 pieds dedans. On est vraiment complètement dedans et voilà, on espère que ça va prendre forme dans les jours qui viennent là. Et l'offre takeaway, vous y réfléchissez que pour la partie salée ou également pour les pâtisseries? Alors justement, là j'en ai parlé avec ma pâtissière, là, Delphine, là, qui rattaquera en septembre. Malgré tout, je pense que le fait d'avoir un salon de thé, je pense que c'est quand même plus facile quand tu peux t'installer, manger un gâteau que de l'emporter finalement. Donc en fait, si tu as le choix de t'installer pour pouvoir le manger, bah, autant t'installer et basta, quoi. Tu vois. Donc là, on va vraiment, en fait, je pense que, bon, physiquement, là, c'est un podcast, donc on pourra pas vraiment, ça va être complexe, mais alors on va faire, je pense, moins de produits. Mais on va vraiment se réduire à, je pense, peut-être 6 gâteaux frais. Un gâteau à 2, 3, 4 personnes. On va faire 3-4 produits en sec. On va pas proposer beaucoup de choses, mais on va vraiment essayer de le faire au top, quoi. Vraiment.
Moi, je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit au tout début. Tu disais que tu n'avais jamais fait de cuisine de manière professionnelle. Pourtant, très clairement, l'offre salée qui se fait ici, c'est loin d'être de l'accommodation. Ah oui. Ouais. Après, très honnêtement, Clémence, j'ai mis beaucoup de temps quand même à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Honnêtement, j'en ai chié des ronds de chapeau, quoi. Pour être vraiment... voilà, ça a été très compliqué au début. En fait, ce qui est très complexe dans une activité, voilà, que ce soit pour un pâtissier, un boucher, un cuisinier, on a nos habitudes en fait. Moi, c'est comme faire un gâteau aujourd'hui. Moi, faire un gâteau, je te crée 10 gâteaux en 10 minutes, quoi. Parce que j'ai tellement l'habitude de mariage, d'association et compagnie, c'est quelque chose qui est hyper facile. Mais réfléchir à créer un plat et réfléchir à l'envoi, tu vois, comment réfléchir à l'envoi le moins de manip possible dans une assiette, c'est très compliqué en fait. Honnêtement, je peux le dire, hein, on a mis vraiment peut-être 2-3 ans à vraiment trouver notre façon de travailler correctement et de faire les cartes, tout ça, quoi. Et est-ce que ta formation et ta vision du coup de pâtissier, elle a influé sur Ouais, comment ouais, tu complètement. cuisinais? Complètement, ouais. Après, je suis quelqu'un de très minutieux et très maniaque. Donc, je suis très pointilleux, voilà, surtout, voilà, des cuissons, des choses comme ça. Je vais cuire une ballotine de volaille, ou je vais faire un risotto ou une cuisson de pâte. Je suis capable d'étrangler un cuisinier s'il ne cuit pas une pâte al dente. Voilà, c'est des choses auxquelles il faut faire extrêmement attention. Et moi, j'ai un côté quand même en pâtisserie, pardon, où nous, on est très rigoureux. Enfin, moi, il y a une phrase de Michel Bras que j'adore qui disait un bon pâtissier peut devenir un très bon cuisinier. À l'inverse, un cuisinier ne peut pas forcément devenir un bon pâtissier, quoi. Et bon, moi, Michel Bras, c'est mon dieu. Et j'adore cette phrase parce que, bon, je dis pas qu'elle est vraie pour tout le monde, hein, mais voilà, nous, c'est vrai qu'on a un côté quand même très rigoureux, très pointilleux. Il faut faire extrêmement attention, les peser et compagnie, tu vois. Et que les cuisiniers, souvent, même mes potes, moi, je peux le dire, hein, ils sont un peu bourrins, quoi. Ils sont souvent très bourrins, les cuisiniers, quand même. Mais voilà, mais ça évolue après. Il y a un côté un peu plus au feeling, quoi. En cuisine, on peut un peu plus y aller au feeling. Ouais, souvent, c'est ce qu'ils voient même eux, hein, ils le disent, quoi. Nous, on peut rattraper les trucs et tout. Un appareil à madeleine, si tu foires un truc, s'il y a un ingrédient qui est mal mis dans la préparation, voilà, tu l'as foiré, il finit à la poubelle, quoi, clairement. Qu'un cuisinier, ouais, à part si tu sales trop, hein, mais il y a toujours moyen quand même de récupérer ou... Oui, alors qu'il y a un éventail de techniques à maîtriser en pâtisserie. Ouais. Après, quand on connaît le métier, bon, moi aujourd'hui, je vais vous dire que c'est d'une simplicité hors du commun, mais enfin, je me rappelle, moi, au Plaza, par exemple, des recettes de crème au beurre où il y avait une meringue italienne, une crème anglaise, le beurre manié, il fallait faire le mélange des trois, enfin, personne n'avait envie de la faire, la recette, quoi. Mais vraiment, quand le mec était assigné à la faire, il était... la punition. C'était la punition, quoi. Donc ouais, il y a des trucs, ouais, c'est très technique, mais après, bon, ouais, moi, honnêtement, aujourd'hui, je pense que je peux faire une mousse au chocolat, une main attachée dans le dos et les yeux bandés, quoi. Et à propos de toutes ces techniques, justement, est-ce qu'il y a des techniques qui t'ont aidé à développer ta carte salée? Genre, tu t'es dit, alors sais pas, après, tu vois, au tout début, par exemple, je faisais beaucoup de choses comme de la pâte à choux. Donc, au lieu de mettre un craquelin un peu sucré en faisant de la pâte à choux pour faire un gâteau, ouais. je faisais un craquelin salé, par exemple. On faisait un crumble avec du parmesan. Donc, on a fait des petites choses. On faisait beaucoup de choses avec des pâtes. On faisait du feuilletage, on faisait des tartes, on faisait de la pâte brisée, on faisait des empanadas avec un super feuilletage. Donc on a beaucoup fait de choses comme ça au début, vraiment. Maintenant, honnêtement, on fait vraiment... J'invite tout le monde à regarder notre page Insta auquel on partage quand même pas mal de choses. On fait vraiment des plats vraiment dignes d'un restaurant et là, voilà. Mais il y a aussi quand même beaucoup de gens. Il n'y a pas que moi, bien évidemment. Il y a quand même beaucoup de gens qui vont influer aussi dans notre façon de travailler. Et moi, je dois dire aussi que j'ai une tendresse toute particulière pour les gnocchis. Alors ça, c'est ma grande passion, moi. C'est ma grande passion. Ben, ça, c'est un truc que je maîtrise depuis très longtemps et bien avant même d'avoir le restaurant. Après, moi, je suis très pâte. J'adore ça. Je pense que le pays où j'ai été le plus au monde, c'est l'Italie. Moi, je suis passionné par la gastronomie italienne. Je suis passionné par les pâtes. C'est un truc de dingue, quoi. Je pourrais bouffer des pâtes matin, midi et soir. Et les gnocchis, alors, c'est vraiment un truc... Mais c'est tellement dur d'en trouver des bons. Et fait maison, tout ça, voilà, moi je me suis dit, attends, les gnocchis, mais mec, c'est pas possible, on va faire des gnocchis maison. Et c'est un truc, voilà, moi que j'adore, qu'on a décliné, je sais pas comment on a fait de recettes de gnocchis, mais on en a fait quand même pas mal, quoi. Ouais. Mais ouais, quand c'est bien fait, c'est super bon. Après nous avoir parlé du coup de ces fameuses gnocchis, Guillaume nous parle alors avec regret du deuxième labo qu'il aurait dû avoir si les circonstances lui avaient permis de racheter les locaux attenants. Ce qui aurait permis de consacrer le laboratoire actuel au dessert à l'assiette notamment. Et c'est justement là-dessus qu'on a rebondi. Après, on avait aussi dans l'idée de faire du dessert à l'assiette, donc ça, on l'aurait fait ici. Parce que moi, ma vraie passion en pâtisserie, c'est le dessert à l'assiette. Mais vraiment. Moi, j'ai jamais fait de boutique, en fait, à part
Ici. À part ici, vraiment. Donc, bon, bien évidemment, partout où on a travaillé, on a fait des gâteaux boutiques, mais j'ai quasiment tout le temps fait du dessert à l'assiette. C'est ce que j'ai le plus pratiqué. Et je trouve que c'est pour ça qu'un cuisinier, c'est aussi autant kiffant, parce qu'on travaille le produit à la minute. On peut travailler le chaud-froid, les textures. Donc, je veux dire, c'est très difficile d'être jugé sur un gâteau en boutique, parce que c'est un gâteau qui est mis à température à 4 degrés, qui peut y rester toute une journée. Ouais, les textures. Et voilà, tu vas manger un gâteau praliné ou au chocolat, si tu le manges tout de suite, c'est pas bon, clairement. Il faut le remettre à température, c'est très complexe, quoi. Honnêtement, il faut plus coller, faut mettre plus de gélatine, ce genre de trucs, tout ça. Donc honnêtement, c'est pas le plus kiffant, honnêtement, les gâteaux boutiques, quoi. C'est, pour être honnête. C'est le dessert à l'assiette, c'est quand même la meilleure façon de s'exprimer pour juger, en tout cas, d'un cuisinier ou d'un pâtissier. Je trouve que c'est la meilleure façon, parce que c'est là où tu peux vraiment donner à tout ce que entre guillemets, tout ce que tu sais faire, quoi. Et là où Guillaume touche quelque chose de très spécifique, c'est que pâtissier boutique et pâtissier dessert à l'assiette, c'est vraiment deux mondes assez différents, et c'est pas pour rien qu'il existe une mention complémentaire dessert à l'assiette. Exactement, ouais, en dessert à l'assiette, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est très très différent. Après, bon, honnêtement, tous les pâtissiers d'aujourd'hui sont amenés à faire les deux, hein. Et même plus que ça, hein, parce qu'il y a aussi un côté très artistique où les pâtissiers aujourd'hui font du sucre, du chocolat, tout ça. Donc, mais ouais, c'est pas du tout. En fait, c'est pas du tout la même approche du métier. C'est très différent, en fait. Par exemple, nous, quand on fait un montage, on réfléchit à déjà le stock. Nous aujourd'hui, voilà, je crois qu'on est à 145 pièces de montage. Quand on fait un entremets, c'est 145 pièces. Bon, après, pour des gros volumes, hein, ça peut paraître un tout petit, hein. Pour d'autres, ça peut paraître très gros. Mais on est à 145 montages minimum. Vous vous adaptez à votre espace, quoi. Ouais. Et Ouais, en fait, ce dont on se rend pas forcément compte quand on connaît pas le métier de pâtissier, c'est que on va jamais faire un seul fraisier. Quand on lance un fraisier, c'est une production. C'est une production, exactement. Alors que le dessert à l'assiette, voilà, tu le résumes très bien, Clément, c'est que un dessert à l'assiette, voilà, ça va être du service instantané, ça va être un service à la minute parce que t'es en plein service et que tu dois servir le client à la minute. Tandis qu'un montage d'entremets, en fait, c'est voilà, t'es en production constante et tu produis et justement, t'as tendance à faire le plus de stock possible. Mais voilà, ouais, c'est pas du tout la même approche du métier. C'est pas du tout la même approche. Oui, parce que dans le dessert à l'assiette, globalement, ce qui se fait au préalable, c'est les préparations. Et ensuite, le lancement de l'assiette, le dressage, c'est vraiment minute. C'est la mise en place. Juste avant. En fait, bien évidemment qu'il y a aussi une mise en place pour les desserts à l'assiette, mais c'est pas du tout les mêmes choses. C'est-à-dire que vous retrouverez peut-être moins, genre une mousse qu'on a tendance à trouver dans un entremets aujourd'hui, et encore plus, je trouve, ces derniers temps. Je trouve que alors ce qui est assez drôle aujourd'hui, en fait, c'est que à une époque, c'est les cuisiniers qui étaient venus un peu toucher au travail du pâtissier. Ils essayaient de trouver nos techniques avec les tuiles, les formes et tout ça. Et à l'inverse, aujourd'hui, je trouve que c'est les pâtissiers qui retournent à la cuisine et qui vont utiliser des vinaigrettes, qui vont plus travailler le fruit, tout ça. Donc il y a un vrai échange qui s'est fait, on va dire, c'est peut-être ces 10 dernières années. Et je trouve que c'est vachement important parce que c'est bête, mais il y a une dizaine d'années encore, il y avait vraiment toujours une petite guéguerre entre les cuisiniers et les pâtissiers. Je trouve qu'aujourd'hui, les deux familles s'associent bien, je trouve. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit dans des pâtisseries des pestos aux herbes, des trucs comme ça. Cédric Grolet, après, je pense que Cédric, il a été très influencé par Alain Ducasse qui l'a amené vers ça, je pense qu'il l'a vachement poussé. Et il y avait quand même aussi Camille Le Sec, qui était le chef qui précédait Cédric Grolet au Meurice, qui était déjà, pour moi, je pense qu'à l'époque, c'était peut-être même le numéro, pour moi, c'était le number one. Il avait vraiment une approche sur le dessert à l'assiette qui était fantastique. Et après, ouais, Cédric, il a été dans cette continuité. Et après, je pense que Alain Ducasse, l'a vachement poussé, comme tu dis, ouais, voilà, vraiment. Il fait des huiles infusées, voilà, des trucs comme ça. Tout ça, ouais, les pestos, comme tu dis. Essayer de travailler le produit le plus brut possible, et c'est vraiment le travail du cuisinier, ça de base quand même. Le travail d'un cuisinier, c'est d'avoir un bon produit, c'est finalement de pas trop le chambouler, de trop le toucher, quoi. Un bon produit, il faut essayer juste de le magnifier un petit peu et de le laisser dans son plus bel appareil, quoi. Donc, Et voilà, j'ai l'impression justement que c'est peut-être ça qui rassemble ces dernières années les cuisiniers et les pâtissiers, c'est cet intérêt porté au produit. Ouais, complètement. Et au fait de bien sourcer. On parlait tout à l'heure d'Écotable, tu vois, c'est aussi un sujet. Mais on devait avoir une conférence avec Écotable. Il y avait pas mal de personnes qui étaient invitées aussi on avait un beau petit déjeuner à faire chez Colorova et on devait justement parler de ce sujet-là. Comment allier la pâtisserie justement vers une éco-responsabilité, parce qu'on utilise des purées de fruits. Bon, c'est pas toujours. Après, tout dépend des marques et compagnie, mais
c'est pas toujours ce qui se fait de mieux, le plastique, éviter le plastique. Donc les poches, le film alimentaire, tu vois, tous ces trucs-là, les additifs alimentaires, il y en a quand même beaucoup qui sont encore utilisés. Même moi, j'avoue, hein, j'utilise encore 2-3 additifs comme la pectine pour les glaces, les confitures et tout ça. Mais voilà, il y a un vrai travail à faire aujourd'hui dans ce sens-là, quoi. Et c'est vrai que la pâtisserie, ouais, on met du temps quand même. C'est plus complexe que la cuisine, quoi. Après, on sent qu'il y a quand même une prise de conscience dans la pâtisserie parce que là, depuis quelques années, il y a par exemple les colorants qui sont en train un peu de disparaître ouais. petit à petit. Petit à petit, ouais. On sent qu'il y a quand même. Ouais, il y a une prise on de essaye de conscience. moins gélifier alors qu'avant Ouais. on gélifiait beaucoup. Ouais, il y a une vraie prise de conscience quand même, hein. Bah, après, je pense qu'il faut prendre conscience qu'il faut faire attention quand même à notre planète et il faut laisser quand même. Faudrait essayer de laisser un beau terrain à nos enfants quand même. Donc c'est un travail très compliqué parce qu'en fait tous on a été éduqués d'une façon auquel on a toujours eu de l'eau, tu vois, en abondance, on a toujours eu des produits en abondance. Donc en fait, s'arrêter en fait, c'est de se dire non, faut faire attention et tout, tu vois. Même au quotidien, c'est compliqué, quoi. Arrêter les avocats, tu vois. Je veux dire, c'est une aberration aujourd'hui de consommer des avocats. Faut être complètement je suis insultant, mais c'est. Ouais, on se rend pas forcément compte Ouais, à la ouais. fois de l'impact carbone et puis de la consommation d'eau que ça nécessite. Mais pour en revenir à ce dont tu parlais, du fait qu'il faut peut-être une prise de conscience vraiment généralisée et puis agir assez vite, je pense également que ça passe, peut-être de manière assez naïve, mais par une éducation et une certaine pédagogie envers les consommateurs. Complètement. Et je vais te dire aussi un truc qui concerne aussi énormément notre métier. Moi, j'ai jamais été un grand élève, hein, mais je me rappelle par exemple qu'en troisième, quand on avait le choix entre aller là en seconde et d'autres qui étaient moins bons, qui devaient aller dans des, entre guillemets, ce qu'on disait un peu des voies de garage, dans des métiers manuels et tout. Enfin, je me rappelle que les professeurs me disaient mais ne fais pas ça, ça va pas ou quoi. Tu n'auras pas d'avenir, quoi, tu vois. Et en fait, il y a toujours depuis des années en fait, il y a un très mauvais message sur tous les métiers, voilà, qui concernent les métiers manuels, le bâtiment. C'est pour ça que d'ailleurs aujourd'hui, il y a personne dans le bâtiment, il y a personne en cuisine, il y a 300 000 demandes, il y a 300 000 manques d'embauche en France. C'est colossal. Et aujourd'hui, heureusement, il y a quand même un petit changement qui s'opère et voilà, il y a quand même pas mal de gens qui viennent et de plus en plus de gens justement qui trouvent un intérêt à essayer de travailler avec leurs mains, de travailler la matière et c'est tellement plaisant en fait et c'est tellement enrichissant surtout. Il y a eu un essor avec déjà avec Cyril Lignac, avec sa première émission qui a cartonné et après ça s'est multiplié quoi, les émissions télé, c'est parti sur France Télévisions, M6, les chaînes privées, la TNT. Enfin aujourd'hui je veux dire des émissions culinaires, il y en a partout quoi. Avant les pâtissiers connus du grand public, vraiment on les comptait sur le doigt d'une main quoi. T'avais Lignac, Michalak. Ouais, mais Hermé quoi. Voilà. À l'époque c'était Hermé Conticini. Hermé le nôtre, moi je me rappelle, il y a peut-être même 15-20 ans. C'est des seuls dont on parlait, on va dire médiatiquement, c'était Hermé et le nôtre quoi. Ouais, c'est ça. Alors qu'aujourd'hui tu vois un mec comme Cédric Grolet, Ouais. qui passe au journal de 20h parce qu'il y a une queue d'1 kilomètre devant chez lui, c'est un truc, moi qui suis devenu parisien, je dis mais jamais j'aurais pu croire que les gens feraient la queue pour acheter des gâteaux ou même acheter à manger quoi, Mais aujourd'hui les gens n'ont plus peur de faire 3-4 heures de queue pour acheter un gâteau ou une pizza, c'est quand même assez effrayant. Et d'autant plus qu'il n'y a jamais eu une offre aussi variée en termes de pâtisserie. Ouais, c'est ça aussi qui est assez paradoxal quoi. Et après, en ce qui concerne les queues qui se sont faites avec les gens à Food Pâtisserie, tout ça, il y avait peut-être aussi le fait que Julie de Food Pâtisserie au départ, elle a travaillé qu'avec des chefs de palace. Et je pense qu'il y avait des gens aussi peut-être qui n'osaient pas forcément aller acheter des gâteaux dans les palaces ou consommer, c'était une porte d'accès plus facile. Juste, on va juste expliquer le concept de Food Pâtisserie. En fait, c'était au début un magazine consacré exclusivement à la pâtisserie, donc le premier du genre. Et elles ont ouvert, maintenant je crois qu'elles ont 3 boutiques dans Paris. C'est ça, ouais. Mais le principe, c'est qu'en un seul lieu, tu peux trouver les pâtisseries d'une dizaine de pâtissiers, ouais. Une bonne dizaine maintenant, même plus. Ils ont 15-20 références aujourd'hui, je pense. Et ce qu'ils font. C'est un super concept. Ah oui, un super concept. Et ce qu'ils font occasionnellement, c'est du coup certains chefs de palace, pâtissiers de palace qui normalement ont une gamme de pâtisseries accessible qu'en allant au palace, ils la rendent accessible pendant un week-end. On peut venir acheter leur pâtisserie. Avec des séances de dédicaces qui aussi contribuent donc à ce star system. ce halo autour du pâtissier. Ouais. Je pense que après ce qui se passe, c'est
comme c'est quelque chose, entre guillemets, qui est au départ vraiment, hein. Je pense qu'après, dans le temps, ça va s'atténuer quand même, hein, bien évidemment. Mais c'est quelque chose qui est rare, en fait, tu vois. Et c'est comme, alors le concept, par exemple, on parle de Cédric Grolet, donc de toute façon, on parle de pâtisserie, donc c'est normal de parler de Cédric parce c'est le number one, hein, faut pas se cacher. Et sa boutique, en fait, aujourd'hui, à Opéra, ce qui est super, enfin, ce qui peut être, en termes de professionnel, là, je parle. Ce qui est super, c'est que lui, il propose une quantité de produits et qu'il peut pas produire, il peut pas faire, en tout cas, je pense qu'il veut pas faire plus pour ne pas dénaturer la qualité. Et il dit voilà, moi j'ai fait, je crois qu'ils sont à 500 viennoiseries le matin. Donc ils font 500, basta, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Bon après, c'est génial hein, de réussir à vendre 500 viennoiseries comme ça en 1 heure, c'est top. Ils le font quasiment plus tous les jours. Pour la petite anecdote pour rebondir sur ça. Alors pour Opéra, je sais pas, mais la boutique du coup de Cédric Grolet au Meurice, sur la vitrine, il y a une horaire d'ouverture, mais il n'y a pas d'horaire de fermeture. Vu qu'en fait, ils ferment vraiment quand ils n'ont plus de produits. Ouais. Non mais en fait, ce qui est ouf, c'est que tu te dis qu'aujourd'hui, qui peut se targuer de faire ça, quoi. Mais c'est sûr qu'il peut pas, il y en aura pas 10 comme lui, quoi. C'est impossible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il propose une vision très particulière de la pâtisserie. C'est son interprétation et personne ne peut faire la même chose dans tous les cas. C'est ça. Donc le créneau qu'il occupe est très restreint de ce fait. Ouais, complètement. Hein. Je pense que même des mecs qui aujourd'hui ouvriraient leur boutique et même associés à une équipe derrière en béton armé, que ce soit marketing ou pro, et qui essaierait peut-être de marcher sur un créneau concurrentiel, je pense qu'avoir le succès qu'il a eu aujourd'hui, il peut pas y en avoir beaucoup parce que c'est très particulier, quoi. Ok, merci pour ce joli petit tour d'horizon sur l'histoire de Kolarova, sur les particularités cuisine-pâtisserie. Nous, pour conclure, on a des petites questions du coup qu'on pose à tout le monde. La première, c'est est-ce que tu peux nous parler, est-ce que tu te rappelles de ton premier souvenir sucré ? Religieuse. La religieuse. Ouais. Une religieuse particulière. Mais religieuse dégueulasse en plus, hein. faut dire ce qu'il est. C'était moi, ma mère et mon père ou ma mère, je me rappelle qu'ils m'achetaient des religieuses quand j'étais gosse. Et alors dingue, hein, chose que je ferais pas avec mon fils moi, mais il m'achetait des religieuses au café. Ah. Mais bon, c'était des petites. C'est quand j'habitais en banlieue, c'était une petite boulangerie de quartier. Qui si aujourd'hui je la mangerais, je pense que je la mangerais même pas en fait. Mais ouais, mes premiers souvenirs pâtissiers c'était ça, quoi. C'était des classiques en fait. Après le millefeuille, je me rappelle. Mais ouais, les premiers gâteaux religieuses. Et alors après, si je dois citer mon premier vrai souvenir pâtissier, c'est la religieuse fraise des boîtes un citron du Plaza. Je m'en rappellerai toute ma vie. De Michalak ? Ouais. C'était c'est un des meilleurs gâteaux que j'ai mangé de ma vie. C'était une crème au thym citron qui était faite, je me rappelle même plus de la recette, j'aurais dû la noter. Une recette très particulière, elle était très spécifique, elle était très dure à faire. Ce qui enroulait en fait le petit chou du dessus, c'était avec des fraises des bois. Et je crois que j'avais déjà jamais mangé de thym citron en pâtisserie, déjà, même en cuisine, je crois. Et alors là, moi qui arrivais de ma province et tout, à goûter un gâteau pareil, je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Et est-ce que tu aurais des adresses, tes adresses préférées à nous conseiller alors, dans Paris ou en France ? Dans quel secteur ? Pâtisserie ? Ouais. Pâtisserie. Ouais. Tu peux même nous donner des adresses où aller faire un bon dîner entre amis. Ouais, ou un bon brunch. En fait, c'est avec ma femme, c'est notre passion numéro 1, les restaurants, tout ça. Donc ça se fait. Je pense qu'on peut élargir. On peut y passer la soirée. Bon, alors pâtissier, aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup. Je vais citer quand même Claire Damon, qui pour moi, c'est une femme que j'apprécie beaucoup professionnellement parlant, et humainement aussi, c'est une fille super. Et qui est vraiment une bosseuse de dingue et qui fait quelque chose, qui fait très attention à ce qu'elle fait et qui est très pointueuse en fait sur le produit, à essayer de sortir le gâteau le plus parfait possible. Donc très pointilleuse là-dessus et surtout parce que c'est quand même allié, je trouve, une qualité de pain et une qualité de pâtisserie. Associé, je pense que c'est peut-être une des seules quand même vraiment à réussir sur ce domaine-là. Yann Mengui que j'aime beaucoup, je trouve que c'est un super pâtissier. Yann Mengui, la goutte d'or du coup. La goutte d'or, ouais. Après, il faut citer aussi les choses dans son contexte. Là, je parle en priorité, moi, je trouve les entrepreneurs. Parce que c'est quand même quelque chose de très complexe, hein, moi qui suis dedans. Et je favorise d'abord, on va dire. Tu salues le travail. Ouais, je salue le travail d'entrepreneur, limite aussi un peu avant le travail de pâtissier. Donc je salue vachement moi le travail d'entrepreneur, de mecs qui prennent le risque de monter leur boîte et qui réussissent, quoi. Parce que Yann Mengui, je trouve qu'il a un super succès.
Il réussit très bien, il a agrandi ses labos et tout. Voilà, je trouve que c'est un super pro et c'est très régulier. Moi, à chaque fois que j'y vais, j'avoue, j'y vais pas souvent parce que j'habite le 6, il est dans le 18, donc on n'y va pas tous les jours. Mais à chaque fois que j'y vais, moi, je me fais le petit plaisir de m'asseoir, de prendre une boisson et de déguster 2-3 gâteaux à chaque fois. Et je kiffe. À chaque fois, c'est super bon. C'est toujours bien ficelé, bien fichu. Et donc voilà, ouais. Ok, donc on l'aura compris qu'il y en a des tonnes. Mais et si on tes veut bien petits manger coups de cœur. Bien manger, c'est pareil, il y en a tellement. Alors bon, moi je disais tout à l'heure que je suis quand même très affilié à la pasta. Donc il y a 2 restaurants moi que j'adore, Giovanni Passerini, que j'avais découvert chez Rino, que je trouve que c'est un génie. Moi j'ai découvert il n'y a pas très longtemps Pastore, qui est dans le 9e je crois. C'est une jeune femme qui travaillait à l'Osteria chez Ferrara. Et qui est dans le vin, elle, qui est sommelière, et qui a ouvert sa petite adresse dans le 9e, je ne saurais plus vous dire l'adresse exactement, la rue, mais j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et c'est super. Pastore. Ok. On va créer un Mapster et on mettra toutes les adresses sur le Mapster de l'envers du dessert. Et après, bon, je vais citer bien évidemment mes potes, un super cuisinier qui est dans le 7e, Firmin le Barbier, qui est un des meilleurs bistrots de Paris. Et après mes potes qui sont en banlieue, voilà, Yann et Jojo, le Caraco à la Colombe et oh là là, le pauvre il va m'en vouloir, comment ça s'appelle j'ai un trou. À Levallois, flûte. Instinct à Levallois. Ok. Parfait. Voilà. Super. Plein de bonnes adresses là, franchement, on a de quoi faire, salé, sucré. Et merci On va vous beaucoup. remercier. Bah de rien, ça fait un plaisir. Je te remercie pour ce partage. Plaisir partagé. Pour être tout à fait honnête, on aurait pu parler toute la journée, et on a d'ailleurs poursuivi la conversation micro éteint. C'est ce qui se passe quand on rencontre de vrais passionnés de leur métier, comme Guillaume Lay. Et d'ailleurs, aller à la rencontre de ceux qui fabriquent du bonheur sucré, et salé en l'occurrence, pour comprendre comment ils en sont arrivés là, pourquoi, et surtout vers où ils voudraient aller, c'est toute l'idée de ce podcast. Évidemment, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous noter et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, ou même nous donner des petits commentaires si vous avez des retours à nous faire. Ça nous fera très plaisir de les lire. Vous pouvez retrouver Guillaume sur Instagram. Il a une page Instagram personnelle guillaume.gil, Gilles G-I-L, et évidemment la page de Colorova où vous verrez, il y a plein de belles photos. On a la chance d'avoir un beau cadeau de la part de Guillaume qui nous offre sa recette des gnocchis, dont on a pas mal parlé dans l'épisode, qui sera retrouvé sur notre Instagram l'envers du dessert, l'envers-du-dessert. Et toutes les adresses évoquées, tous les bons restos que Guillaume nous a partagés sont à retrouver sur notre Mapster, qu'on met à jour après chaque épisode, l'envers du dessert tout attaché. Et enfin, on remercie 12, qui est un artiste qui nous fait toutes les musiques que vous entendez dans l'épisode et qui nous fait également le mixage audio. Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. À mercredi prochain!